Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. de développement que vous suivrez en exclusivité dans ces journées. Et à l'international, l'accord de Paris de 2015 sur la réduction des émissions des CO2 vise à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien au-dessus de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Ouvrons cette édition par une brève. La ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kaikwamba a été reçue ce mercredi 26 mars en audience par la présidente de la Tanzanie, Suluhu Hassan, dans la capitale tanzanienne. D'après les ministères, cette visite officielle s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations voisines. Au cours de cette rencontre, Kaikwamba Wagner a transmis un message personnel du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue tanzanienne. Bien que les contenus précis de ces messages n'aient pas été dévoilés, des sources proches des discussions indiquent qu'ils pourraient porter sur les enjeux régionaux majeurs, notamment la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et les efforts de paix dans la région de Grand Lac. Et puis, diplomatie parlementaire, Sama Lukonde, président du Sénat, séjourne à Paris, en France, où il a été pour le suivi de matérialisation des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, sous couvert de ses supplétifs du 1-23. Il a échangé à son arrivée mardi avec son homologue français Richard Larcher au Palais de Luxembourg. Plus de détails avec Théodore Ngandou. Arrivé à Paris tôt le matin du mardi 25 mars à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment les présidents des commissions Relations extérieures et de la Défense, Sécurité et Frontières, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu une séance de travail fructueuse avec son homologue du Sénat français, Gérard Larcher. Tenue au Palais du Luxembourg, cette séance de travail a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire grave provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC. Dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773 qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'Est. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a par ailleurs sollicité l'appui des partenaires à la mise en œuvre des résolutions et sanctions contre le Rwanda. Les deux personnalités ont également tablé sur la coopération bilatérale entre les deux institutions. Nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Notons que Sama Lukonde était accompagné du président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, Guillaume Chevrolier, et son collègue président délégué pour la RDC dans le cadre des activités de la diplomatie parlementaire et de l'accord de partenariat entre le Sénat français et celui de la RDC. Nous avons un intervenant sur ces plateaux, Théodore Ngandou, à qui j'ai dit bonsoir.
Bonsoir Rachel Misenga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Après avoir suivi ces deux éléments, nous aimerions quand même avoir quelques éclaircissements auprès de vous. Nous avons suivi Thérèse Kaikwamba qui était au Burundi et là aujourd'hui elle est en Tanzanie. Le Premier ministre, le Sama Lukonde, qui aujourd'hui se retrouve à Paris. Le président de la République qui est déjà annoncé pour l'Angola. Théodore Ngandou, comment vous, à votre niveau, pouvez-vous nous expliquer ces sorties des grandes personnalités, surtout en cette période de guerre? Oui, je voudrais un peu corriger le président du Sénat. Vous avez parlé du Premier ministre, Sama Lukonde. D'abord, nous sommes ici sous l'angle purement diplomatique, comme vous devez le savoir. La République démocratique du Congo, grâce à la diplomatie du gouvernement, la diplomatie du chef de l'État, a initié, a bénéficié de certaines décisions importantes sur le plan international, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité, cette résolution qui condamne ouvertement le Rwanda et qui condamne son agression dans la partie est de notre pays. Il fallait que côté congolais, partie bénéficiaire de ces sanctions, parce que c'était ça le combat diplomatique du gouvernement, il a fallu qu'un suivi soit opéré pour la matérialisation de ces différentes sanctions qui ont été prises. Raison pour laquelle, d'un côté, vous avez vu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, déjà, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères s'était rendue au Burundi, où elle a été transmettre une correspondance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à son homologue burundais, Ndayishimiye. Et bien que le contenu de cette correspondance ne soit pas révélé à la presse, nous osons croire qu'il s'agit de cette crise qui écume la partie est de notre pays, marquée par cette agression de l'armée rwandaise. Vous savez, le Burundi et la République démocratique du Congo entretiennent des relations diplomatiques, des relations de coopération importantes. Oui. Ce sont deux États voisins, deux États amis et qui se soutiennent mutuellement. Et surtout, pendant cette crise, le Burundi soutient la République démocratique du Congo. C'était important que notre pays recourt encore au Burundi pour solliciter de plus en plus son soutien. C'est ce qui a été fait également aujourd'hui par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Vous avez constaté, ça entre dans cette ligne de conduite des renforcements de nos relations de coopération avec nos États amis, notamment la Tanzanie, dont la chef d'État a reçu aujourd'hui notre ministre d'État en charge des Affaires étrangères. En France également, Sama Lukonde s'est rendu depuis hier à Paris, où il a échangé avec le Sénat français, son homologue du Sénat français, toujours dans cette optique de voir ces sanctions prises contre le Rwanda être matérialisées. Merci beaucoup Théodore Ngandou, j'allais dire. Mais là, vous savez bien que moi que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas pour la première fois que nous recourons à la diplomatie. Avant même que la guerre n'arrive à ce niveau, nous avons toujours recouru à la diplomatie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, la diplomatie peut encore nous aider à retrouver la paix effective dans toute la République démocratique du Congo? J'estime, à mon humble avis, que les années se diffèrent. Ce qui a été fait à l'époque est totalement différent d'aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Rwanda est aussi acculé, est aussi condamné sur le plan tant national qu'international. Cela veut dire que le front diplomatique a produit des résultats probants et nous pouvons le constater. La première fois où vous sentez vraiment que le Rwanda est affaibli sur le plan diplomatique, parce qu'une guerre ne se gagne pas seulement sur le plan de forces armées, sur le plan de l'armée comme ça, mais la guerre peut se gagner aussi sur le plan diplomatique. Elle peut également se gagner sur le front populaire, comme nous le voyons avec des membres du gouvernement qui descendent sur le terrain pour mobiliser la population contre cette agression rwandaise. C'est dire que cette fois-ci, contrairement aux années 96, aux années 98, où on pouvait constater que le Rwanda, même s'il nous agressait,
personne ne pouvait en parler comme aujourd'hui. Le Rwanda pouvait peut-être se masquer derrière les groupes armés, derrière le M23. Mais cette fois-ci quand même, grâce au Front populaire, grâce à la diplomatie agissante que nous constatons tous sur le terrain, il y a quand même des effets. Il y a des effets et il y a une évolution positive sur le terrain aujourd'hui. Merci beaucoup Théodore Ngando pour ces éclaircissements. Merci beaucoup Rachel et merci à tous nos téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous poursuivons cette édition du journal. La RDC doit mettre en place une économie de guerre afin de mieux faire face aux hostilités à l'est du pays. Une proposition qui a été faite par le professeur Dadi Saleh, enseignant, expert de questions de développement. Saleh estime que la guerre est aussi une opportunité d'implémenter une autre forme de création des richesses pour une nation. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. Suivez. La solution de l'économie de guerre va faire en sorte que immédiatement que les Congolais puissent s'enrichir en gagnant la guerre. Le secteur de guerre est multiforme. Le secteur de guerre peut prendre effectivement la nourriture pour tous les militaires. Ça peut prendre la nourriture pour toute la population qui est en fuite, etc. Pour tous les enfants et femmes des militaires qui sont supposés bien manger. Et ça prend aussi par exemple l'habillement des militaires. Qui fait les habits de militaires? Et ça prend par exemple des batteries. On utilise beaucoup de batteries, de l'électricité, etc. en temps de guerre. Ça prend par exemple les carburants. Alors vous allez bien voir, en observant très bien, nous ne faisons qu'importer presque tout cela. Et pourtant c'est l'argent en cash qui sort. Donc l'économie de guerre, dans une structure où nous pouvons avoir un budget de guerre, c'est-à-dire par exemple les 15 milliards de dollars pour la loi financière de 2025, nous pouvons avoir 80% qui va en économie de guerre. L'économie de guerre, par exemple, qui va aller aussi vers les investissements de guerre. C'est-à-dire, effectivement, qu'on ne peut pas prioriser de construire l'aréna. L'aréna ramène quoi à la guerre? L'investissement de guerre, par exemple, on peut se dire, oui, ici, nous pouvons investir sur le Ouazalendo. Ah ben oui, nous investissons sur quoi? Pour l'instant, apparemment, nous investissons encore sur les politiciens pour qu'ils puissent faire des meetings. Or, l'argent pour faire des meetings peut faire en sorte que là, à Kindu, où les Ouazalendo sont en train d'aller se battre pour l'instant, là où je vous parle, pour la République démocratique du Congo, sans moyens. Or, quelqu'un a fait des meetings avec l'argent, quelle que soit la provenance de cet argent-là. Donc, les 1 million de dollars, les 10 millions de dollars pouvaient aller être injectés plus ou moins directement auprès des Ouazalendo, dans leur formation rapide. La RAD, notre réserve armée de la défense, n'a pas assez de moyens. Je l'ai dit parce que je travaille avec la RAD. La RAD n'a pas assez de moyens, mais il y a tous les moyens pour tous les voyages du monde et pour tous les lobbying du monde. Donc nous pensons effectivement qu'avec l'économie des guerres, à court terme, ça nous résout d'abord un problème existentiel immédiatement parce que cet argent va être injecté auprès des mamans, ça va auprès des papas qui vont produire et vivre. Ça va aller dans la recherche. Les Congolais doivent produire eux-mêmes, par exemple, des chars de combat. Ça va, on investit dans la recherche. On investit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes nos Tokiwaki? On continue à utiliser des Motorola ou bien, etc. Non, c'est un peu ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne s'est enrichie avec la guerre. Les États-Unis se sont enrichis avec la guerre. Par exemple, si nous prenons l'agriculture, en boostant l'agriculture, on peut produire des milliers, tout le monde sait très bien qu'on a 80 millions de terres arables. Tout le monde le sait. Mais pourquoi là nous pouvons importer des denrées pour que nos militaires puissent manger? Toujours à la recherche des solutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine à laquelle ont participé Judith Souminoa, Vital Kamere et Dieudonné Kamouleta. La situation sécuritaire à l'est du pays, les débuts de consultation, entre autres, étaient les points abordés au cours de cette réunion. Blessé de Kouzola. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait part au chef des institutions de résultats de sa rencontre avec son homologue rwandais à Doha sur l'initiative de l'émir du Qatar. Il l'a fait au cours de la réunion interinstitutionnelle tenue à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha
c'était sur le plan diplomatique très important et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi, au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. Au sujet du processus de Luanda, le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue angolais Joao Lourenço pour le travail réalisé et pour les acquis qui doivent être préservés. Le chef de l'État a rassuré qu'en sa qualité de président de l'Union africaine, le dirigeant angolais va continuer de travailler dans le cadre de la paix en République démocratique du Congo. Le président de la République a exhorté la première ministre et les autres chefs des institutions à continuer cette offensive diplomatique pour dire aux partenaires et amis du Congo de rendre pratique cette résolution. Le chef de l'État a clos sa communication en abordant la question de consultation qu'entreprend depuis le week-end dernier son conseiller spécial en matière de sécurité. Parlons santé, à présent, toutes les 2 minutes, une femme décède dans le monde de suite du cancer du col de l'utérus. C'est la principale cause des décès liés au cancer chez les femmes dans la région africaine. L'élimination de cette maladie est possible grâce à 3 mesures clés, dont la vaccination, le dépistage et le traitement. Suivez. En RDC, l'incidence du cancer du col de l'utérus est estimée à 30 ou 35 pour 100 000 habitants, selon l'Association internationale du cancer du sein. À Kinshasa, la capitale, on estime à 3 500 le nombre de nouveaux cas par an. Dans cette région géographique, malheureusement, l'incidence coïncide avec la mortalité, car les patientes arrivent généralement dans les structures de santé au stade avancé de la maladie. Quels sont donc les facteurs à l'origine du cancer du col de l'utérus? Le docteur Koma, reçu sur le plateau de WECAP, répond. On a des facteurs infectieux tels que les infections. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il est reconnu que l'infection à papillomavirus, donc l'infection à HPV, Human Papillomavirus, c'est un virus très oncogène. Donc, c'est-à-dire c'est un virus qui entraîne les cancers du col de l'utérus. L'accouchement peut être à la base des cancers du col de l'utérus. Là, c'est la multiparité. Dans les facteurs traumatiques, nous avons aussi les rapports sexuels. Les rapports sexuels, pas de rapports sexuels qui se font de façon organisée, c'est-à-dire les rapports sexuels dans les contextes où la personne a beaucoup de partenaires. Il est souvent silencieux, sans symptômes au début. Mais détecté à temps, il peut être pris en charge efficacement. Certains symptômes peuvent se confondre avec ceux d'une infection génitale. Seul le diagnostic d'un médecin peut attester de la présence effective d'un cancer, d'où la nécessité du dépistage. Dans un autre chapitre, la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a confirmé le 10 mars 2024 sa décision antérieure sur les mesures provisoires et non définitives, imposant notamment une pénalité importante contre la Congolaise d'exploitation minière, co-minière, dont l'affaire numéro 27720. Pour la parapublique, le tribunal a rendu son verdict dans la précipitation sans s'informer au préalable et sur disposer des nouvelles révélations sur la société AVZ Mineral et sa direction. De plus amples détails avec Dieudonné Boinel. La Cour d'arbitrage de la Chambre des commerces internationale, CCI en sigle, a rendu son premier verdict le 10 mars dernier dans la précipitation sans informer au préalable et disposer de nouvelles révélations sur la société australienne AVZ Minerals et sa direction. Lit-on dans les communiqués de presse de la parapublique porte la signature de son directeur général Célestin Kibeya Kabemba. Cette décision, selon la haute direction des communières, est en conflit avec la loi congolaise et va à l'encontre de l'ordre public. Pour ce faire, la communière continuera donc à s'opposer aux allégations d'AVZ Minerals devant la CCI tout en continuant à faire avancer sa propre réclamation contre la société australienne devant la CCI et à poursuivre des recours devant d'autres instances judiciaires pour faire valoir ses droits. Pour la petite histoire, AVZ Minerals avait perdu le droit de faire des affaires dans les projets Manon au lithium après la résiliation du contrat de joint venture et face à des allégations stupéfiantes de corruption
corruption dévoilée par son propre avocat, Maître Christian Lukusa du cabinet Momentum Attorneys. Des révélations publiques choquantes concernant des actes de corruption avérés et les ponts de verre auxquels AVZ Minerals et sa direction ont recouru dans la gestion du projet Lithium de Manono. À en croire notre source, la communière, après avoir été mise au parfum de ces actes de corruption, soutient à 100% les enquêtes menées par la police fédérale australienne, la police nationale congolaise et d'autres instances judiciaires dans leurs efforts d'investiguer et traduire AVZ Minerals et sa direction générale en justice. Elle invite par ailleurs AVZ Minerals à retirer toutes ces demandes et à coopérer avec l'ensemble des autorités de police. Parlons société à présent. À Kinshasa, l'autonomisation de femmes se présente comme un défi crucial dans un contexte marqué par la perte d'emploi ou les décès de l'époux. Face à ces épreuves, comment les femmes peuvent-elles redoubler d'efforts pour se réinventer et revendiquer leur place au sein de la société? Plus de détails avec Gigi Nende. À Kinshasa, l'autonomisation de la femme est un sujet de grande importance. Beaucoup de femmes travaillent dur pour soutenir leur famille, mais que se passe-t-il lorsqu'elles perdent leur emploi ou font face au décès de leur époux? Ces situations peuvent remettre en question leur autonomie et leur capacité à subvenir aux besoins de leurs enfants. Lorsqu'une femme perd son emploi, cela peut être un véritable choc. Que faire dans ce cas pour répondre à ses propres besoins ou aux besoins des personnes étant sous sa charge? Personne qui est sage et intelligent, quand tu travailles, tu dois censé avoir des économies à côté. Au cas où ça ne marche pas, tu peux recourir directement aux économies et ça peut te permettre à te lancer dans des business et tout et tout. Ceux qui se lancent dans des pratiques un peu bizarres en tant que femme, moi je dis peut-être elles ne sont pas sages. Elles ne sont pas sages, elles ont travaillé pour rien en fait. Parce que quand tu travailles, tu as eu à travailler dans une entreprise un peu sérieuse, tu gagnes bien ta vie et tu arrives à perdre ton travail, tu te retrouves par terre comme ça, c'est vraiment quelque chose, je veux dire en fait, d'une personne qui n'est pas sage. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on doit être intelligent à savoir ce qu'on est en train de faire. On est femme, on est jeune fille et tout. On a de petits business dans lesquels on peut se lancer. Aujourd'hui, il y a des ventes en ligne. Il y a des gens qui font des petits commerces et tout. Le décès d'un époux représente également un grand défi. Les femmes se retrouvent souvent seules avec des enfants à charge et doivent faire face à des dépenses imprévues. Dans ces moments difficiles, le relèvement s'avère être important. J'ai perdu mon mari il y a 10 ans. Donc le 18 de ce mois, depuis que mon mari est mort, nous avons totalisé 10 ans depuis qu'il est mort. Mais quand il est mort, je suis restée avec des enfants. Des enfants. Et Dieu sait qui m'a soutenu et qui ne m'a pas soutenu pendant ces temps-là. Ce sont des temps très difficiles. Mais Dieu m'a aidé. Tous mes enfants ont terminé. Ils ont fait l'université jusqu'à la cadette et tout le monde a terminé et tout le monde a fait l'université. Donc voilà pourquoi moi j'aime prendre mon exemple propre. Pourquoi? Parce que je me suis lancée dans le business. Pourquoi? Depuis l'enfance, j'ai le business à moi. Je me bats petit à petit. L'autonomisation des femmes à Kinshasa face à la perte d'emploi ou au décès de son compagnon est un parcours semé d'embûches. Cependant, les témoignages recueillis montrent que ces femmes font preuve de résilience et d'ingéniosité. Grâce à une prise de décision et à une volonté d'apprendre, elles trouvent des moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En ce qui concerne la communication, à l'heure actuelle, n'importe qui disposant d'un compte Facebook, Twitter ou WhatsApp peut diffuser une information en quelques secondes, souvent même avant le média traditionnel. Et ces derniers se retrouvent dans l'obligation de vouloir se démarquer pour ne pas perdre leur crédibilité auprès de leurs cibles. Face à la démocratisation des canaux de diffusion, l'information fait face à plusieurs défis importants. Aujourd'hui,
Les médias traditionnels rencontrent des défis énormes en ce qui concerne la diffusion de l'information. Avec l'évolution constante de la technologie, tout le monde a l'opportunité de pouvoir diffuser de l'information via différents sites internet et cela d'une manière rapide contrairement aux médias traditionnels qui doivent diffuser en respectant le processus de traitement avant la diffusion. Ces phénomènes ont 3 impacts majeurs notamment. Les médias traditionnels sont sous pression pour publier rapidement au risque de propager des erreurs, les fausses informations circulent plus vite qu'il est vrai, créant une désinformation massive. L'information devient virale avant même d'être confirmée, rendant difficile le travail d'enquête. Face à cette situation, les principes restent le même pour certains journalistes des médias traditionnels, mais la technique s'adapte à l'évolution de la technologie. Le défi aujourd'hui, c'est que les journalistes professionnels doivent intégrer tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie dans son quotidien. Je dois pas manquer un compte Twitter, je dois pas manquer un compte Facebook, je dois pas manquer de mégas pour être sur WhatsApp, pour envoyer. Voilà, autant d'outils qu'on n'en avait pas. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y en avait pas. Donc on a intégré ça dans notre quotidien et je crois que le travail d'un journaliste ou d'une journaliste professionnelle sur Internet, c'est dans la qualité du rendu. La journaliste qui rend son papier avec les principes de travail, vous allez vous rendre compte qu'on respecte même les règles de base. Pour pouvoir se démarquer dans ces secteurs, les médias traditionnels se concentrent sur la vérification de l'information avant la diffusion. La différence avec nous, dans le métier que nous on fait, c'est qu'Internet, quelqu'un peut tomber sur un sujet, il va le diffuser sans faire comprendre au préalable, par exemple, c'est qu'il en était, parce qu'on va sans dire que l'idée, c'est par moment faire le buzz un petit peu, avoir plus de vues, plus de likes, à la différence de ce que nous on fait. Nous, on est plutôt dans ce qui est réfléchi. On est plutôt dans ce qu'on appelle la collecte, comme on l'a étudié à l'époque. On est dans la collecte, dans le travail, mais on va en profondeur. C'est ça la différence avec Internet qui est très spontané. Nous avons pris le temps d'aller en profondeur. Dans un monde en perpétuelle évolution, la démocratisation de l'information en ligne a profondément transformé le journalisme en RDC. Et aujourd'hui, tout le monde peut être diffuseur de nouvelles informations, mais tout le monde n'est pas journaliste. Les médias traditionnels doivent relever ces défis sans sacrifier la qualité, mais tout en retrouvant un équilibre entre la rapidité et la vérification. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont fait le plus dur en allant s'imposer à Nouadhibou en terre mauritanienne sur la marque des 2-0 en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Grâce à ces résultats, les Fauves congolais montent à la première place du classement dans le groupe B. Les films de cette rencontre, c'est avec Blessed Kouzola. Bousculés par la Mauritanie, les léopards de la République démocratique du Congo ont su faire le dos rond pour résister. Très tôt dans le match, les hommes de Sébastien Desabre ont fait le plus dur dans la rencontre en ouvrant les scores. À la 4e minute par l'entremise de Charles Piquel qui marquait son premier but en sélection d'une très belle frappe plat du pied. Le score ne bougera pas jusqu'à la pause malgré plusieurs incursions mauritaniennes dans les camps des léopards sans réel danger. Au retour des citrons, le Mourabitoun, blessés dans leur amour propre, ont continué de pousser pour revenir au score main en vain. Heureusement que le portier Dimitri Berthaud était là pour stopper les frappes dangereuses de Mourabitoun. Il fallait attendre la 81e minute pour voir la République démocratique du Congo faire le break et sceller le sort de la rencontre grâce à son joker Fiston Mayele, entré à la 65e minute à la place de Cédric Bakambu d'une belle frappe après un mauvais renvoi de Lamine Ba. Le score final est le même que celui qui avait sanctionné le match en novembre 2023 à Kinshasa, 0 en faveur de la RDC. Ces succès acquis dans la douleur propulsent le Fauve congolais à la tête du groupe B avec 13 points devant les Sénégal et les Soudan qui comptent 12 points chacun. Une place que les Léopards devront défendre chèrement en septembre prochain où ils joueront respectivement le Soudan du Sud à l'extérieur et recevront les Lions de la Teranga du Sénégal à Kinshasa au stade de
Parlons toujours sport. Peu avant cette rencontre, la délégation de la République démocratique du Congo a vécu une situation chaotique à son arrivée en Mauritanie en vue d'un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. De cette délégation arrivée à l'aéroport de Nouakchott à 14h45, soit seulement quelques heures avant le coup d'envoi du match, s'est retrouvée bloquée à la frontière en raison d'un problème de visa d'entrée. Une fois de plus, Blessé Kouzoula. Un nouveau scandale dans l'organisation du déplacement de la délégation congolaise pour un match de Léopard après celui survenu en novembre 2024 pour le match face à la Guinée. Arrivé à Nouakchott à environ 15h locales, les supporters congolais n'ont pas pu atteindre le stade de Nouadhibou pour un match prévu à 22h. Cela ne fait aucun doute que lors de ces matchs, la Mauritanie aurait tout un stade pour les pousser. Mais là n'est pas à percevoir un seul supporter congolais dans les tribunes, à moins qu'il y ait eu une interdiction dans ce sens, n'était pas prévisible. Malheureusement, c'est le scénario vécu mardi soir. En effet, le séjour de la délégation congolaise à Nouakchott s'est limité à l'aéroport où elle a dû passer nuit. Problème, aucun membre de cette délégation n'avait des visas d'entrée. Impossible de bouger, les léopards ont fait le job sur la pelouse sans leurs supporters. Il ne leur a été pas non plus possible de prendre un vol retour pour Kinshasa cette même nuit, un calvaire. Ces dysfonctionnements dans l'organisation de voyage des supporters des Léopards ne sont pas une surprise, faut-il le rappeler. Il y a à peine quelques mois, en novembre 2024, on avait déjà vécu la même situation en Côte d'Ivoire en prélude du match perdu par la RDC face à la Guinée. Mesdames et messieurs, quittons nos frontières pour la page internationale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, l'accord de Paris de 2015 sur la réduction des émissions de CO2 vise à limiter les réchauffements climatiques à un niveau bien en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industriel. Près de 10 ans après cette percée majeure sur l'agenda climatique international, les appels se multiplient par accélération de ces efforts. Blessé Kouzoula. Francine Moukeba plutôt. Un regain de la lutte contre le réchauffement climatique ne fera pas qu'éviter des conséquences dramatiques pour les écosystèmes et l'espace humain. Il permettra également de générer de la croissance économique à moyen et à long terme avec un ajout de 0,2% au PIB mondial à l'horizon 2040, soit l'équivalent du PIB de la Suède. Ces rendez-vous qui réunissent du 25 au 26 mars, les délégués des 40 pays ont préparé le terrain pour la conférence mondiale sur les climats COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil en novembre prochain. Alors que cette nouvelle rencontre s'annonce déjà décisive, presque 10 ans après la COP21 à Paris, les auteurs de l'étude soulignent que les États patinent encore sur la présentation de leurs contributions déterminées au niveau national, devant permettre de limiter les réchauffements à 1,5 degré Celsius. Selon les projections réalisées, le renouvellement des engagements par chaque pays avec pour boussole les objectifs de Paris permettra de réduire les risques survenus des événements liés au climat, évitera d'assumer les coûts liés aux dégâts et offrira la possibilité d'ajouter 3% au PIB dès 2050 et 13% d'ici 2100. Au-delà de ces indicateurs macroéconomiques, les auteurs estiment qu'un tel effort serait un pas considérable sur les trajectoires d'une économie bas carbone. Plus globalement, ce nouveau rapport intervient dans un contexte relativement morose sur le plan de l'engagement climatique avec le second retrait de l'accord de Paris par les États-Unis, deuxième pollueur mondial avec près de 15% des émissions globales derrière la Chine, plus du quart du total mondial. Reste à voir s'il remobilisera la communauté internationale durant les prochains mois. Toujours à l'international, l'Afrique est en passe de contester la domination chinoise sur les terres rares grâce à des projets prometteurs au Malawi, en Tanzanie et en Namibie. L'un de ces projets devrait alimenter une usine de traitement de terres rares en Pologne qui vient d'obtenir les soutiens de l'Union européenne. Suivez.
La Commission européenne a publié la liste des 47 projets destinés à sécuriser et diversifier l'accès aux matières premières critiques dans l'Union européenne. L'intégration à cette liste signifie pour les projets concernés un accès facilité au financement pour entrer en production avec les soutiens coordonnés des États membres, de la Commission européenne et des institutions financières de l'Union européenne. Ce soutien pourra aussi inclure la mise en relation avec les acheteurs potentiels ainsi qu'un processus simplifié en matière d'autorisation réglementaire. Par exemple, les permis pour des projets de traitement des minéraux comme Pulawi devraient prendre 15 mois alors que les processus actuels peuvent durer 5 à 10 ans. Notons qu'en dehors des collaborations institutionnelles comme celle annoncée ce mardi, les relations entre l'Afrique et l'Europe en matière de minéraux critiques peuvent s'entendre sur les terrains aux engins commerciaux plus évidents. C'est le cas des accords d'approvisionnement en graphite négociés ces dernières années par des sociétés actives sur des projets africains avec des clients basés en Europe comme Traxys. La plupart de ces partenariats reposent cependant sur l'exportation des matières premières de l'Afrique vers l'Europe, une approche de plus en plus remise en cause sur les continents. Les États africains poussent désormais pour une industrialisation locale permettant en cause un modèle d'exportation brute qui limite les retombées économiques. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec Africa News qui s'intéresse aux consultations lancées par le Conseil du chef de l'État. Alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, a initié ces consultations dans le but de former un gouvernement de cohésion nationale pour faire face à l'agression, Vital Kamerhe, écrit le tabloïd, a exprimé lundi son inquiétude quant à la montée des extrémismes au sein de la majorité au pouvoir, susceptible de tout compromettre. Lors de sa rencontre avec le conseiller spécial Ebirande Kolongele, Kamerhe a critiqué les sorties médiatiques intempestives de certains membres de l'Union sacrée qu'il estime en contradiction avec l'objectif de cohésion nationale. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée du chef de l'État et les actes qui sont posés par les individus ou par les institutions. Il ne faut pas frustrer les gens davantage, a-t-il déclaré. Cette déclaration, selon Africa News, semble être une pique subtile adressée à Jean-Pierre Bemba, dont les discours anti-Kabila se font de plus en plus virulents. Dans le même registre, Géopolis Hebdo rapporte le propos justement de Jean-Pierre Bemba qui, après sa rencontre avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a également plaidé pour la cohésion nationale. Bemba, écrit le confrère, auteur de plusieurs discours controversés ces dernières semaines, a souligné « Je suis venu répondre à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État pour des consultations en vue de former un gouvernement de large union nationale. Les objectifs qui sont à atteindre à travers cette démarche, c'est d'abord l'unité du pays, la cohésion nationale. » Bemba a insisté sur la nécessité pour tous les Congolais, politiciens et sociétés civiles de défendre ensemble la même idée, l'unité nationale. Info 27 rapporte quant à lui un événement diplomatique majeur. Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat congolais, a rencontré son homologue français Gérard Larcher le 25 mars 2025 au palais de Luxembourg. Portant le message du président Félix Tshisekedi, il a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 responsables de l'instabilité dans l'est de la RDC. Le journal de son côté rappelle que la paix en RDC ne viendra pas simplement des rencontres internationales ni des sanctions contre un pays ou un groupe, mais de l'éradication des haines ethniques et du développement d'un discours de paix et de cohabitation entre toutes les communautés congolaises. De son côté, Forum des As rapporte que le 25 mars, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs questions importantes ont été abordées, notamment la rencontre entre lui et Paul Kagame à Doha, le processus de paix de Luanda et de Nairobi, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale ont également figuré au centre de cette réunion. Enfin, la prospérité s'intéresse à la question de la santé mondiale. Le 24 mars, lors d'une conférence de presse, la chef de l'ONU SIDA a exprimé son inquiétude concernant le retrait du soutien financier américain aux initiatives humanitaires. Elle a averti que si l'administration Trump maintenait cette décision, 6,3 millions de décès supplémentaires dus au SIDA seraient à déplorer au cours des 4 prochaines années. L'appel à rétablir l'aide financière a
été lancée pour éviter cette catastrophe sanitaire. C'est sur cette note sanitaire que se termine cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Ce journal est fini, mesdames, messieurs, mais je ne peux vous quitter sans vous rappeler les deux principaux titres de cette édition. La guerre est aussi une opportunité d'implémenter une autre forme de création de richesses pour une nation, estime le professeur Dadi Saleh, enseignant et expert de questions de développement que vous avez suivi en exclusivité dans ce journal. Et à l'international, vous avez suivi l'accord de Paris de 2015 sur la réduction des émissions de CO2 qui vise à limiter les réchauffements climatiques à un niveau bien en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ainsi que nous bouclons complètement la boucle, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir fait confiance pour vous informer. Portez-vous bien et à très prochainement. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.